Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à distance. Bienvenue, bonsoir Bénédicte, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Amomark près JOP, votre édition du mois d'avril. Bonsoir Johan, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro, hein. Vous commencez à connaître un peu l'émission, hein, Johan, hein. Eh bien oui, on connaît l'émission maintenant, on en est à la 5e édition, est-ce que je me trompe cette fois-ci ? Non, 5e, bon, on est bon. Et donc on est ravis de vous retrouver. Alors les jours s'allongent, le printemps est là, alors pas les températures, mais le printemps est là, et on est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça arrive. Et oui, on fera le point sur le jour spécifique bientôt, mais ça arrive très très vite. Alors bon, pour le moment, on va se concentrer sur cette fin de mois d'avril. Au menu ce soir, on va parler dispositif JOP, on va parler inscription bien sûr, hein, après cette phase d'accréditation. On parlera de vie locale dans Vauzuel avec notre invité, et on évoquera aussi ensemble tous les éléments qu'on a côté social. Et oui, un programme complet. Et donc, avant que vous nous abandonniez avant les ponts du mois de mai, et je crois qu'on va être nombreux à en profiter avant d'affronter cette forte période de mobilisation. Voilà. Et alors, sans plus attendre, on va souhaiter la bienvenue à nos invités de marque. Et ce soir, on a Mélanie avec nous. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Ah, ça, c'est un bonsoir qui donne envie. Et donc, tu es la présidente de l'unité locale de Paris 8. Et donc, on aura l'occasion de parler un petit peu des actus de Paris 8 et des enjeux à venir. À nos côté engagement, du coup, on aura Laurine avec nous. Bonsoir Laurine. Bonsoir Johan. Bonsoir et donc un visage souriant aussi et qu'on connaît bien ici à la DT. Et donc on aura l'occasion de parler engagement. Donc merci pour ta présence. Et on parlera également activité sociale. Il n'est pas encore avec nous, il est juste derrière, il attend. Il remplacera Laurine tout à l'heure. C'est Mathieu, le directeur territorial des activités sociales. Et donc un grand merci à vous toutes et à tous, à vous toutes. Et à Mathieu de votre présence ce soir à nos côtés. Et puis merci aussi à vous qui nous suivez à distance ou alors qui regardez cette vidéo un peu plus tard. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat comme d'habitude. On a quelques personnes derrière pour répondre, ou alors nous on essaiera avec Johan aussi et les invités bien sûr d'y répondre au fur et à mesure de la soirée. Alors, on va passer tout de suite à notre première rubrique que vous commencez à bien connaître. Ce sont nos 3 infos clés de ce mois. Les infos clés. Alors là, Régie, normalement, on l'aura ou on l'aura pas ? On l'aura. On a un petit jingle. Voilà, nos petites jingles, chiffres clés. On a plein d'autres rubriques pour s'entraîner tout le reste de l'émission. Alors le premier chiffre, c'est 80%. 80%, alors on en parle et on est très content. On tient à féliciter tout le monde parce que c'était un défi qu'on s'était fixé à l'édition précédente, c'était de franchir les 80% d'accréditation. Exactement. Donc on avait dit qu'on parlait plus d'accréditation, mais un petit peu là parce que c'est pour s'applaudir. Fallait quand même que on se félicite toutes et tous. donc 80%. Merci beaucoup à vous là qui nous regardez d'avoir fait la démarche. Donc on parle des intervenants secouristes parisiens et donc ça équivaut à 691 volontaires. Donc c'est un très 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 beau chiffre. Notre deuxième chiffre du soir, c'est 3492, Johan. Et oui, 3492, c'est le nombre de personnes sans solution d'hébergement qui ont été recensées au début de l'année 2024. Vous le savez, lors de la Nuit des Solidarités qui se déroule chaque année. Et donc, c'est un chiffre pour nous indiquer qu'on a raison d'être là, on a beaucoup d'attentes. Et donc, on va en parler, notamment tout à l'heure, pour l'action sociale et les activités sociales. Et donc, il y a un enjeu important d'accompagnement de toutes ces personnes. 3492, c'est un chiffre qui est en plus certainement plus élevé dans la réalité. Laurine et Mélanie, qu'est-ce que ça t'évoque ce chiffre-là, toi, par rapport à la période qui nous attend ? Du coup, le questionnement de comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à accompagner ces personnes sur la période de l'été, effectivement. Et oui, c'est ça. Et du coup, on fera le point. Surtout parce qu'on a plein de réponses. Et notre enjeu, il est là. Et la Croix-Rouge, elle sera évidemment présente sur l'accompagnement de ces personnes. Le troisième chiffre, le dernier, c'est 94. On en parlait en introduction, moins de 100 jours. On a passé les 100 jours. On se souvient de l'époque où on nous disait que peut-être il y aurait les JO en 2024. Et ça y est, on y est. Donc, moins de 100 jours, 94 jours avant la cérémonie d'ouverture qui, je le rappelle, aura lieu le 26 juillet. Exactement. Mais bon, on le sait, l'été des JOP, il commence bien avant. Il a déjà commencé pour beaucoup d'entre nous. Et on va en reparler ce soir bien dans les détails. Et donc, on passe à l'actu dans Vauzuel. L'actu dans Vauzuel, on va y arriver à mettre... On vous donne un petit peu les coulisses. On va la refaire. On la refait. Alors, et on passe à notre prochaine rubrique, l'actu dans Vauzuel.
Eh non. Voilà. On y tient à l'annonce de nos rubriques avec notre petite musique. Donc l'accident visuel, Mélanie, c'est avec toi que ça va se passer. T'as vu, c'est détente, hein. Oui, je vois. Parce qu'on a vu Christina, on a vu Marc avant toi, et du coup on est détente ici. Hein. C'est vraiment, on est entre nous. Et donc, comment ça va déjà? Eh ben super, je suis contente d'être là, Contente? de voir les coulisses. Et ouais, parce que tu connais l'émission déjà, tu avais pu la voir. J'ai vu en replay, j'ai pas regardé en live, j'avoue, mais le replay. Donc tu l'as fait trouver facilement sur le replay, Oui. sur YouTube, la chaîne de la Croix-Rouge à Paris. On nous a envoyé le lien, c'est pas mal aussi. On a le lien On qui a est le envoyé. référent UL Ouais. qui est pas mal. Les référents JOP. On adore en parler de nos référents et référentes JOP. Et on va en reparler. Et donc, en effet, ce replay qui est disponible, évidemment, pour toutes les personnes qui peuvent pas voir l'émission en direct, même si on est très content de vous avoir avec nous ce soir. Et donc tu es présidente de l'unité locale de Paris 8. Tout à fait. Et donc, comment va l'unité locale? Quelles sont les actualités que vous avez en ce moment? Eh ben, tout va bien. Comme le veut la période, c'est vrai qu'en ce moment, on est très focus sur les coulisses de la préparation de vente du muguet, parce que ça arrive, et il y a aussi les journées nationales. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail en amont. On les voit sur les mois de mai et de juin, mais on n'imagine pas forcément tout le back-office, et donc on se concentre sur ça en ce moment. Mais c'est aussi un beau début d'année 2024 pour nous, parce qu'en fait, on a lancé beaucoup d'activités. On a l'action sociale qui a développé deux activités, donc les activités avec les visites d'EHPAD et aussi lutte contre l'isolement. Donc pour l'instant, accès appel de convivialité, mais on a envie de pouvoir continuer par la suite et d'aller faire des visites, par exemple, au parc avec les personnes qu'on suit. Donc vraiment une dynamique, également un projet de Noël des enfants, avec qui on va pouvoir travailler aussi avec la Maison de vie associative et citoyenne du 8e arrondissement. Donc de belles activités qui arrivent sur le 8. Le secours continue à trouver son rythme, donc ça c'est super. On maintient aussi cette partie-là. Et formation, on est très très content parce on ouvre des sessions et en moins d'une demi-journée elles se remplissent. Donc des formations grand public pour la promotion des gestes qui sauvent. Exactement. Ok. Donc, super. Et donc une unité locale bien mobilisée. Et en parlant d'unité locale mobilisée, on a des réactions dans le chat. Hein. Christina qui était à ta place il y a quelques mois, qui t'envoie des petits cœurs. Merci Christina. Et donc des bénévoles qui se mobilisent sur toutes ces actions. Et donc la mobilisation, tu parlais du muguet, des journées nationales, ça s'annonce que nous on pense Jeux Olympiques, Paralympiques, mais c'est vrai que le quotidien des UL en ce moment c'est de penser à la quête et au muguet, qui est un événement important chaque année. C'est vrai qu'on traite les activités au fur et à mesure. C'est ça aussi le local, c'est de pouvoir traiter chaque action au moment où elles arrivent. Donc on travaille sous forme de rétro-planning entre guillemets. C'est vrai que nous là on mobilise nos bénévoles sur le muguet et après sans surprise sur les journées nationales. Et de faire justement tenter de pouvoir mobiliser au plus large et de mobiliser aussi des bénévoles d'un jour. Donc ça va être justement le renfort de par la taille de notre structure, de faire appel à des bénévoles pour nous renforcer d'un jour. Et oui, c'est l'occasion. Et alors du coup, la mobilisation là pour le 1er mai, c'est dans moins de 15 jours. C'est le moment, peut-être qu'il y a des bénévoles du 8e qui nous regardent ce soir. C'est le moment de passer des messages et de mobiliser tes équipes. Est-ce qu'ils regardent? Est-ce que tu sais s'ils regardent ce soir avec ta présence? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent. C'est le moment. Si vous n'êtes pas inscrit au muguet, Mélanie vous attend. Nicolas dit on est là. Dans mon oreillette. Et alors, du coup, côté Jeux Olympiques et Paralympiques, donc forcément ça nous intéresse. Et alors, comment c'est perçu dans les équipes du 8e? Je vous pense en parlez, il se passe des choses dans le 8e côté on en JOP. parle, mais c'est vrai qu'il y a le quotidien de l'UL qui finalement est très présent. Après, on a passé la plus grande période de flou, je pense, sur justement les accréditations, comment est-ce que ça se passerait en termes d'activité. Maintenant, on est plus sur les flous au niveau de l'équipe aussi cadre, sur la mutualisation des moyens, les véhicules, mais aussi humains. Donc, c'est vrai qu'on est plus maintenant dans ces problématiques-là. Okay. Et aussi côté action sociale, parce qu'effectivement, les chantiers se lancent, mais forcément, les questions se posent. Et donc, de pouvoir avoir, pareil, réponse, mutualisation des moyens, chef d'équipe cet été, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer. Donc, petit à petit, c'est ces questions-là qui, finalement, nous intéressent aujourd'hui.
Alors on va répondre à beaucoup de ces questions. C'est au tant programme, on est tombé pile. On s'est même pas préparé sur ça. Toi, t'avais préparé tes petites questions et c'est exactement en effet les réponses qu'on veut apporter. Alors tu parlais des accréditations. Ça s'est bien passé. Tout le monde a pu s'accréditer. Toi, est-ce que t'as ton accréditation? Oui, j'ai eu mon accréditation, pas du premier coup, mais je l'ai eu. Non, oui, au niveau des accréditations, c'était vraiment suivi du coup par notre référent JOP qui a pu relancer, qui a pu suivre. On a même lancé des accréditations par anticipation. On verra ce que ça donnera sur des futures formations à venir. Donc, Ah oui, donc, c'est-à-dire voilà. des bénévoles qui sont PSC1. Qui sont PSC1, donc qui ont fait leur accréditation malgré tout, et qui super. potentiellement seront Et dans formés l'espoir de aussi devenir PSE entre-temps. au cours des prochaines semaines, avec le centre de formation qui est pleinement mobilisé Voilà. encore, Laurine. Mobilisé en ce moment. Et oui, il y a pas mal, il y avait les vacances, il y avait des sessions dans ça. tous les sens à la DT, et ça va continuer. Et ça va continuer jusque fin juin. Eh ben, on souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui vont bientôt passer leur formation dans ce cas. Et ça veut dire que du coup, mais c'est important de le dire, parce que c'est-à-dire que si on est PSC1 encore aujourd'hui, mais qu'on a fait sa demande d'accréditation, on peut quand même faire sa formation PSE et donc devenir secouriste pour les JO. Tout à fait, ça n'empêche pas. Voilà, donc c'était important de le préciser. Et alors, Bah, là maintenant, on va parler là, aujourd'hui de la nouvelle phase après accréditation, ça. qui est les inscriptions sur les modules tout à l'heure. Toi, par exemple, je sais pas si tu as déjà des modules, d'activités que tu as en tête sur lesquels tu aimerais être mobilisé pendant ces JOP. Alors des activités pas particulièrement, peut-être plus des lieux, parce que j'ai des lieux que j'apprécie dans Paris et que du coup j'aimerais bien voir sous la facette JOP. alors donc, donne-nous ton petit secret, quel est le lieu que Les tu- Invalides, j'avoue, Les Invalides. moi, j'aime beaucoup les Invalides. Donc pour le coup de pouvoir les voir, en plus de ce que je comprends, il y aura aussi des activités esplanades, donc ça va être aussi, je pense, un beau moment pour encore plus apprécier ce lieu. Et le Grand Palais, parce que je l'ai quasiment toujours connu en travaux. Et il est dans le 8, j'avoue, donc Ah petit oui. clin d'œil. C'est vrai qu'on commence à voir les finitions arriver, il y a plein de choses qui sont en train de se monter dans Paris, et donc c'est le tir à l'arc, je crois, aux Invalides. Ouais, Et du coup, on aura l'escrime au Grand Palais. Au Grand Palais, ouais. C'est ça, hein, ok. Des sports que tu affectionnes par... C'est le lieu qui te... Ah, moi, c'est le lieu. Mais je c'est vais vrai peut-être découvrir. Mais c'est vrai qu'on va tous découvrir tout ça. Et puis on voit, il y a des stats qui se montent là sur le Champ de Mars, au Trocadéro, c'est assez impressionnant. Et du coup, on a hâte de voir tout ça. Tout à l'heure, on évoquera le volet social. Et tu en parlais, il y avait des questionnements du coup côté social, notamment sur le secteur du 8e arrondissement. Tout à fait. Parce que c'est vrai que nous, on a un arrondissement qui est fortement impacté par ces fameuses zones dont tout le monde parle, les zones bleues et les zones rouges. Et oui. Donc ça Bien pose sûr. des questions sur la partie véhicule, même si on a un peu démystifié certains points en termes de déplacement. Mais les questions restent, et tant qu'on n'aura pas aussi appréhendé, je pense que c'est humain, la réalité du terrain, on aura toujours un Bien peu sûr. de doute. Oui, parce que le Mais- secteur du 8e, c'est bien les Champs-Élysées. Champs-Élysées, Concorde, donc forcément, En plein dans les zones c'est rouges. dedans. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, on va essayer de continuer à apporter des réponses par rapport à ce qu'on disait aussi les dernières fois au fur et à mesure de la Mais soirée. merci. N'hésite pas à nous ouais. reposer les questions au fur et à mesure. Alors, Merci beaucoup, Mélanie. on reviendra vers toi. Et je propose qu'on passe directement à notre premier vrai du faux de la soirée. Alors, je rappelle les règles, parce que tout le monde s'y met autour de la table. Alors, vous avez c'est le votre moment où on petit sort nos carton, pancartes. voilà, votre petite pancarte avec un côté vrai, un côté faux. La question, vous l'avez sous les yeux, mais je vais la redire à chaque fois, parce que sur le côté, vous voyez peut-être pas très bien l'écran. Et vous allez du coup répondre sur votre petite pancarte, brandir le côté qui vous paraît contient la bonne réponse. Et puis vous, derrière vos écrans aussi, vous pouvez répondre. Alors, je sais pas s'il y a un sondage qui va être fait cette fois-ci. Si c'est le cas, sondage. Si Sinon, le sondage est prêt à partir. Parfait. Oh, nickel. Ils sont forts à la régie, ils sont très très forts. Alors, notre première question, c'est la suivante. Est-ce que les missions liées au JOP seront prioritaires par rapport aux autres missions? Alors, à vos réponses. J'ai envie de dire ça. Moi, j'ai la réponse sous les yeux, donc je n'ai pas tellement envie de... Mais oui, vous êtes beaucoup trop... je vais être la seule, du coup, à apporter la mauvaise réponse juste parce qu'il en faut une. Oh, pas obligatoire. Alors, du coup Effectivement, c'est faux. C'est faux. Ah, Et oui. C'est faux. Et on l'a tous bien entendu.
Mais vous le savez par cœur parce qu'on en parle depuis des mois, c'est important de le rappeler. Nous, on s'est engagé, enfin la Croix-Rouge s'engage à assurer la couverture de toutes ces missions pendant l'été 2024. Et du coup, ça concerne l'ensemble de nos activités. Et c'est pour ça qu'on recense, on a déjà commencé à recenser, et on continue à recenser tous les besoins en activité de manière complète et pas seulement les activités liées au JOP. Et Recrutir va aussi nous aider, on en reparlera tout à l'heure avec Laurine, ça va aussi nous aider à devoir les dispos des bénévoles sur l'été pour assurer aussi cette continuité d'activité. Voilà, l'idée, ça va être de gérer au mieux les ressources pour assurer non pas seulement les activités de sécurité civile liées au JOP, mais toutes nos activités. Donc on retient habituelles. continuité d'activité. Exactement. Ouais. Ça c'est le mot d'ordre, continuité d'activité. Super, merci Bénédicte pour ça. Et alors on parlait des accréditations jusque-là, on va parler inscription désormais. Oui, nouvelle étape. Nouvelle étape, nouvelle rubrique. Et donc la rubrique inscription, on va faire le point du coup avec Laurine. Donc on vient de le mentionner, Recrutir, c'est le logiciel d'inscription dont on a déjà parlé lors de la précédente émission. Mais là on va aller un peu plus dans le concret puisque ça y est, on commence à avoir des accès, en tout cas nous au niveau territorial, et c'est pour bientôt pour les bénévoles. Est-ce que Recrutir, toi tu connais Mélanie ou pas, si on te dit Recrutir? L'outil pour s'inscrire aux activités JOP cet été. Ok, très bien. Et du coup... Et alors, je te rebondis juste ce que tu as dit, l'outil d'inscription des activités. Oui, mais pas que JOP. Hein. On y en parlait tout à l'heure. Ça va vraiment nous servir... Pendant la période JOP. Pendant la période JOP, voilà. Mais c'est parfait, ça nous permet vraiment d'insister dessus. C'est vraiment toutes nos activités été 2024. Été 2024, ça va vraiment nous permettre de gérer toutes ces activités-là. Et donc, Laurine, c'est bien ça, c'est... Recrutir, tu viens nous parler de Recrutir. Alors, on t'écoute, c'est quoi Recrutir? Exactement. Pour reprendre un petit peu. C'est ce que vous venez de dire, c'est vraiment le logiciel de gestion des effectifs qui sera utilisé durant l'été 2024 et qui permettra du coup à la fois de recenser les disponibilités des bénévoles et d'affecter aux différents dispositifs qui seront du coup tout au long de l'été 2024 afin de coordonner la réponse sur les territoires. Et donc ça va se faire en plusieurs étapes. Parce que là, tu parlais recensement des disponibilités, puis ensuite affectation. Donc ça, c'est bien deux étapes différentes. Exactement. 2 étapes différentes. On aura même une 3e étape, puisque une fois que les affectations seront réalisées, les bénévoles auront accès aussi aux documents liés aux missions. D'accord. Et alors, du coup, comment ça va se passer pour les bénévoles? Du coup, concrètement, comment ils vont pouvoir faire? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Tout simplement, ils vont recevoir un lien pour s'inscrire sur un formulaire qui leur donnera ensuite accès au logiciel Recrutir et ils pourront renseigner en fait leur disponibilité par jour, par créneau horaire, en renseignant plusieurs disponibilités, vraiment une infinité de disponibilités. On peut revenir dessus, les modifier, se réinscrire tout au long de l'été 2024. Pour permettre du coup cette gestion des effectifs. Donc première étape, dans quelques jours, quelques semaines, on a une date ou pas encore? Avant le 30 avril. Avant le 30 avril. Donc qu'est-ce qui se passe? On devrait recevoir dans nos boîtes mail Croix-Rouge du coup. Donc si on s'est accrédité ou tout le monde? Tout le monde. Tout le monde reçoit du coup un lien, un formulaire à compléter pour avoir accès à Recrutir. Et alors on a sur nos écrans, sur vos écrans qui s'affiche le planning. Laurine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des différentes échéances? Alors on voit le mois de mai, on aura peut-être un tout petit peu avant du coup le lien pour s'inscrire. C'est ça, la première étape c'est formulaire d'inscription. Parfait. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Entre mai et juin, du coup on permet aux bénévoles de renseigner leur disponibilité. Ça restera ouvert, bien entendu, jusqu'à septembre. Mais ce sera la première étape de recensement, et ce qui permettra à la cellule effective, dès juin, de commencer à affecter les bénévoles aux différentes missions et commencer à couvrir, du coup, nos dispositifs tout au long de cet été. Alors, on a une question dans le chat, je crois, qui nous demande est-ce que Recrutir, c'est que pour les activités de secours? Et non, ce sera pour toutes les activités. Dedans, en fait, on va pouvoir renseigner à la fois les dispositifs qui sont en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques, que ce soit côté secours, côté dispositifs annexes des JOP, comme les réseaux de secours également, mais également tout ce qui est recensement de la réserve
des bénévoles côté action sociale pour permettre la réponse à l'urgence et la continuité d'activité justement qu'on va essayer d'accompagner, coordonner tout au long de cet été. Voilà, puisqu'effectivement, il y a quelques exceptions sur notamment les activités sociales qui ne seront pas sur Recrutir, mais on en parlera tout à l'heure aussi avec et Mathieu. D'autres activités comme la logistique, typiquement. Et alors, on a survolé rapidement, mais c'est bien de le préciser aussi, on parlait des accréditations. On est bien sur des accréditations pour accéder au site olympique. Mais du coup, Recrutir, lui, c'est pour toutes les missions dont on parle qui ne nécessitent pas forcément une accréditation. C'est exactement ça. Vraiment, ça permet de gérer les effectifs, que ce soit sur des sites olympiques nécessitant des accréditations, soit sur des sites non olympiques qui permet aussi à tout bénévole, même sans accréditation, de participer aux événements d'été 2024. Voilà, en gros, du coup, ces activités, donc ces activités liées au JOP, c'est très très large. Il y a effectivement les sites olympiques pour les intervenants secouristes, mais ces activités sont beaucoup plus larges. On l'a dit, il y a le COT, il y a la logistique, il y a la continuité d'activité sur les activités sociales. Enfin, on a beaucoup d'activités. Et du coup, globalement, ce logiciel, c'est vraiment pour l'été 2024, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Okay. Ça te parle, Mélanie, du coup, tu as compris un peu comment ça va se passer ? Oui, moi ce que j'entends c'est que du coup Pégase plus cet été, Recrutir uniquement. Non, mais effectivement, non, ça me parle parce que sur la logistique, c'est vrai que sur la façon dont on allait pouvoir s'inscrire, comment est-ce qu'on allait recenser les besoins, on se posait des questions. Donc avec déjà le précédent épisode, on commençait à y voir un peu plus clair. Donc, alors c'est intéressant d'en parler parce qu'on fait le parallèle avec Pégase. Pégase, on crée des activités et on a des bénévoles qui s'inscrivent. Là, c'est pas du tout pareil parce que tu parlais de cette cellule effective qui va être active durant toute la période de l'été à la DT et qui va se servir des disponibilités pour inscrire les bénévoles à des missions. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça qu'on prend aussi ce logiciel pour gérer les choses un peu différemment et gérer globalement les effectifs. Complètement. Vu que la quantité d'effectifs va complètement changer, le nombre de dispositifs va être beaucoup plus important que ce qu'on gère au quotidien sur Pégase. L'idée était d'utiliser un outil qui sera du coup adapté à la gestion à la fois des besoins et du recensement des bénévoles pour permettre le bon déroulement des activités cet été. Et alors, il y a Laetitia, je crois, qui pose une question dans le chat sur les activités sociales. Alors, comme on a dit, il y aura quelques exceptions à cette utilisation du logiciel Recrutir et on en parlera tout à l'heure avec Mathieu, donc on garde la question en tête pour y répondre tout à l'heure. Et du coup, on reprend donc on peut modifier ses disponibilités, on va avoir ses affectations au fur et à mesure à partir du mois de juin, potentiellement. On peut modifier ses disponibilités tout au long de l'été. Presque. Il y a une subtilité. Il y a une subtilité. On pourra modifier jusqu'à ce qu'on ait reçu une première affectation. À partir du moment où on aura été affecté une première mission, on ne pourra plus modifier nos disponibilités. C'est ça, c'est que la disponibilité, elle a été prise pour être affectée. Elle a été prise en compte et on considère que le bénévole est concrètement disponible. Okay. C'est pour ça qu'on laisse ce temps jusque juin pour renseigner dans un premier temps vraiment toutes les disponibilités, même si on n'est pas sûr. Mais à partir de juin, vraiment, il faut renseigner les disponibilités dont on est sûr d'être présent pour l'activité et assurer la mission. Et moi, du coup, j'ai une question. C'est quoi première disponibilité, du coup ? Ça veut dire, par exemple, j'ai mis le 1er juin, mes dates. Je suis dispo le 1er août, le 3 août aussi. J'ai été affectée au 1er août. Du coup, ma date du 3 août aussi est bouclée. Je ne peux plus la changer. Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire que, du coup, toutes les autres disponibilités seront bloquées et seront plus modifiables à partir du moment où on aura réalisé une affectation. OK. Et pour répondre à une autre question dans le chat, le logiciel, Laurine nous montrera un peu tout à l'heure comment il fonctionne. Voilà, dans quelques instants. Mais le logiciel prend en compte non seulement les compétences, on y reviendra, mais aussi les accréditations. Il va aussi savoir, quand on va s'inscrire, il va savoir si on est accrédité ou pas, donc il tiendra compte de ça. Donc vous voyez, vraiment que vous soyez accrédité ou pas, on s'inscrit sans problème. Donc tout ça, c'est avant le 30 avril. On va recevoir un mail directement dans nos boîtes mail. Et donc, comment ça va se passer ? Tu voulais nous faire une petite démonstration, je crois, Laurine. Donc, à partir du moment où on reçoit ce mail, on va remplir ce formulaire sur le site de Recrutir.
On va d'abord remplir en fait le formulaire qui va vérifier déjà des informations. Il faut savoir que du coup, Recrutir est associé à nos bases de données Croix-Rouge. Du coup, on retrouvera nos identités, nos adresses mail Croix-Rouge, notre numéro de téléphone qui du coup sont renseignés au sein de nos bases de données, ainsi du coup les compétences. Donc on se connectera avec notre compte Google. Toujours, comme d'habitude. Google Croix-Rouge, c'est le Super. seul moyen du coup d'accéder à ce logiciel. Ok. Et du coup, tu voulais nous montrer. Bah oui. Eh Avec ben, c'est plaisir. parti. Donc, on regarde ça attentivement. Donc, pas beaucoup de changements, un nouvel outil, mais en tout cas des conditions d'accès comme tout le reste avec notre compte Google. Super. Exactement. Du coup, dès qu'on reçoit le lien, on clique du coup sur ce lien et ça va nous ouvrir la page du formulaire où le premier élément à renseigner, du coup, c'est notre adresse mail Croix-Rouge. À la suite, normalement, il vous envoie un code sur votre adresse mail pour confirmer du coup votre identité. Il vous permet du coup de continuer le renseignement, notamment de vos informations personnelles. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà le nom, le prénom, le genre à renseigner, la date de naissance. J'ai triché, je l'ai déjà renseigné. Le numéro de téléphone est déjà renseigné puis se récupérer de nos outils internes. Et enfin, on a des questions autour de l'alimentation concernant nos régimes spécifiques alimentaires ou allergies pour permettre une gestion tout au long de l'été 2024 des besoins en termes alimentaires. Et également, une question sur l'hébergement, puisqu'il faut rappeler que ce site et ce logiciel est à destination de l'ensemble des départements sur le territoire français et que du coup, il y aura d'autres départements qui viendront et qui auront besoin d'un hébergement. Nous, bien sûr, sur le territoire de l'Île-de-France, a priori, ça devrait aller. Ok, mais du coup, en Ile-de-France, pas d'hébergement prévu ou si jamais des bénévoles, etc., peut-être ils auront des hébergements ou c'est pas prévu? Non, en Île-de-France, ce ne sera pas prévu puisque ça reste accessible en transport ou tout autre moyen qui permettra de se rendre sur le site. En tout cas, on assurera les conditions d'accès. Exactement. Ok. Une fois qu'on a renseigné ces premiers éléments, on va du coup accéder enfin au côté inscription. Et c'est là où on peut commencer du coup à renseigner nos premières disponibilités. Je joue le jeu, je vais mettre que je suis disponible, je ne sais pas, le 9 août 2024. Oh bah t'es disponible du 1er juillet au 30 août. Ouais, je crois que tu peux mettre Au 8 l'ensemble du septembre. planning déjà, toi. Et je peux renseigner vraiment de la journée sur une plage, mais aussi sur tous les créneaux horaires où je serai disponible. Je vais rester sur une journée simple. Pardon, on va rester sur la même D'accord, journée. donc on peut mettre des journées entières, jour, nuit, Oui. ou juste une plage horaire selon ma disponibilité. Je termine ma journée de travail à 17h, je peux me rendre disponible de 17h30 à 22h. Exactement. Ok. Et juste pour qu'on soit juste sûr, c'est l'horaire qu'on met, c'est l'heure à partir de laquelle on est disponible ou c'est l'heure à partir de laquelle on peut être présent sur une mission. C'est l'heure à partir de laquelle on est disponible et il faut surtout penser au temps aussi de transport avant la mission. Donc même sur le logiciel seront prévus en termes horaires la disponibilité à partir du moment où le bénévole doit se rendre soit sur l'unité locale avant de se rendre directement sur le dispositif pour prendre en compte aussi ces temps de transport. Ok, donc en gros, les horaires des activités sont prévus pour intégrer déjà des temps de transport suffisamment importants. Exactement, Donc on n'a pas besoin de réfléchir nous à partir de... Enfin voilà, je finis le travail à 17h, à 17h je suis dispo et le créneau prendra en compte le temps de trajet dont je vais avoir besoin en gros. Ouais. Super. Alors je crois que la présentation de l'outil, qui est un peu exclusif parce que même nous on le découvre en temps réel, donc ça nous évoque beaucoup de questions aussi, mais du coup pour accompagner le déploiement de cet outil et l'utilisation, il va y avoir tout un tas d'informations qui vont être transmises aux bénévoles pour accompagner ça. Oui, c'est exactement pour ça qu'on partagera du coup toutes ces informations avant le 30 avril, pardon. 30 avril. 30 avril. Pour permettre aussi de compléter avec toutes les informations, tous les outils et transmettre les bonnes informations pour permettre facilement de se connecter, de créer son compte et de pouvoir derrière modifier et participer.
Ok, donc du coup, cet outil-là est utilisé pour toute la période des JO, enfin toute la période de l'été 2024. On reçoit un lien avant le 30 avril. Mais par contre là, pas de pression pour renseigner ses disponibilités, etc. On a du temps pour le faire et on a du temps pour les modifier éventuellement. Oui. Sauf au moment où on aura commencé à avoir des affectations, on ne pourra plus modifier. C'est ça. Ou alors, il faudra nous contacter pour nous avertir d'une indisponibilité. Et en fait, on aura du coup les gestionnaires du logiciel qui pourront modifier pour un bénévole. Et les premières affectations, du coup, tu l'as dit, c'est dès le mois de juin. Oui, on commencera dès juin. Du coup, il y aura les personnes qui se seront mises disponibles sur le premier créneau proposé pourront être contactées dès juin pour... Oui, ils seront affectés en fait. D'accord. Et, je vais vous montrer. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Et puis aussi, Mélanie, si oui, t'en as, n'hésite pas. Hein. Parce que nous, on en a toujours beaucoup, donc lance la tienne aussi. Donc, par exemple, si j'ai bien compris, si je suis disponible que le 3 septembre, enfin entre le 3 et le 8, parce que jusqu'avant je travaille, et ben j'ai jusqu'à fin août, début septembre, le 2 septembre pour me mettre dispo, entre guillemets, pour dire que je suis dispo. Je peux le faire attendre encore un bout de temps pour inscrire ma disponibilité, c'est ça? Oui, après forcément, plus on aura les recensements tôt, plus on pourra affecter tôt. Et si vous inscrivez un peu au dernier moment, le risque étant que ce soit déjà couvert et que du coup on n'ait plus de place à pourvoir, mais bon. On pense qu'il y aura de la place quand même, probablement. Donc on n'hésite pas, même la veille pour le lendemain. La veille, regardez, oui. Faut pas hésiter. Il y a une disponibilité. Un jour de congé inopiné. Remonter l'information. Et juste une petite question, du coup... Enfin, encore une. Si, par exemple, j'ai une urgence, je sais pas, j'étais inscrite pour le 25 juillet au soir, et le 25 juillet au matin, j'ai une urgence professionnelle, familiale, enfin, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Parce que du coup, de fait, je pourrais pas honorer mon activité, mon engagement. Eh bien, il faudra nous prévenir, tout simplement. Il faut prévenir la DT de rattachement qui, du coup, gère les effectifs pendant l'été 2024 afin de permettre, du coup, le remplacement par un autre bénévole, tout simplement. D'accord. Mais bon, j'imagine quand même que ça va être de toute manière extrêmement complexe de gérer toutes ces disponibilités, ces affectations, etc. Et qu'on va vraiment, alors là je vais me retourner vers tout le monde, mais vraiment avoir besoin du sérieux, j'allais dire, bon, c'est déjà que vous l'êtes, mais comme au quotidien de vos activités, d'être le plus sérieux possible sur les dispos, sur les engagements, etc. pour s'assurer que la cellule qui va gérer tout ça et pas de galère de dernière minute, enfin en tout cas le moins possible. Le moins possible. Oui, parce qu'il va y avoir certains jours jusqu'à combien sur Paris plus de 1000 bénévoles mobilisés un peu moins de 1000 mobilisés en simultané. Donc c'est vrai que les desiderata de chacun, ça sera fait au mieux, mais en tout cas, ça sera. On en fait référence à la mobilisation dont on parlait même pour les journées nationales, la quête, les indisponibilités de bénévoles, etc. Oui, c'est une gestion au quotidien. Oui, ça arrive toujours. C'est pour ça que les responsables d'activité, effectivement, doivent gérer cet imprévu de dernière minute. Donc, ça fait partie du quotidien. Donc, à grande échelle, j'imagine qu'effectivement, les précautions seront plus grandes encore. Et oui. Et alors... Oui, tu avais une question, Mélanie, on t'en prie. Parce qu'en fait, je mets mes dispos, mais après, comment est-ce que je reçois une notif? J'ai un calendrier avec mon propre planning derrière pour voir comment est-ce que ça se passe? Eh bien, j'ai la réponse. Mais alors, juste avant que je donne cette réponse, pour clarifier un peu, parce que tu parles de recevoir une notif, du coup, d'une affectation, est-ce que tu peux nous redire, Laurine, sur quels critères seront effectuées ces affectations sur la base des disponibilités? Ce seront des critères géographiques, des critères de compétences? Quels critères, en fait, sont retenus? Alors, c'est vraiment en fonction des disponibilités renseignées. Donc, on va adapter en fonction du créneau horaire renseigné par les personnes, en fonction des différents dispositifs qu'on aura sur une journée, parce qu'il faut penser qu'il y aura différents modules, différents sites à compléter avec vraiment des horaires complètement différents. Donc c'est un premier filtrage des personnes qu'on pourra affecter. Et ensuite, forcément, ce sera avec les compétences pour couvrir ce module. Ça peut être typiquement un VPSP d'évacuation, ça peut être un PAPS sur un autre dispositif, tout simplement annexe au JOP.
ou une réserve opérationnelle ou une couverture d'activité sociale. Complètement. Ça peut être aussi la logistique pour aider tout au long de cet été. Donc, il y aura vraiment des missions diverses et variées. Bon, alors du coup, désolée, je suis un peu coupée ta question, mais donc bon, on est affecté en fonction du coup de nos disponibilités, de notre compétence et de l'activité qui a besoin d'être couverte. Ok. Comment on est notifié, comme demandait Mélanie? Eh bien, une fois qu'on a renseigné ce formulaire, ce qu'on n'a pas vu là à la fin, c'est juste qu'on vient confirmer et le formulaire vous donne du coup accès à ce qu'on appelle Mon Espace avec un lien que vous allez également recevoir par mail. On l'a là, du coup ? C'est ce qui s'affiche à l'écran, du coup. C'est l'espace personnel du bénévole où il va pouvoir du coup retrouver ses informations, donc à la fois ses informations personnelles, les disponibilités qu'il a renseignées et à venir les affectations. Donc à l'écran, vous pouvez le voir, ce qui n'est pas le cas de mes confrères. On imagine. Hein. On est un peu jaloux. Tu l'as en tête ou pas? Ils devront regarder le replay. On regardera le replay. On clique sur Voir le détail, donc ça nous ramène du coup à nos informations personnelles. Toujours vérifier que les informations personnelles correspondent. S'il y a un quelconque problème, il faudra nous contacter pour qu'on puisse faire la modification, puisque les gestionnaires auront des droits pour changer et modifier ces informations. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura différents onglets. Donc, on a informations personnelles, disponibilité. Donc, c'est là où on retrouvera les disponibilités renseignées, où on pourra venir en rajouter, les modifier. Il faut toujours penser à cliquer sur mettre à jour pour que ça enregistre bien les nouvelles disponibilités ou les modifications. On a également l'onglet Mission souhaitée qui, pour le moment en tout cas, n'est pas activé au niveau national. Et à côté, du coup, l'onglet Affectation. Et c'est exactement là où on retrouvera du coup, les affectations qui auront été réalisées. On saura du coup sur quelle mission, quel site, quel lieu. Et alors, parce que tu as cité l'onglet Mission souhaitée qui n'est pas activé. Et alors, du coup, ça veut dire quoi ? Je pourrais pas, je suis secouriste, je peux, en effet, j'ai pas la possibilité de choisir spécifiquement l'épreuve sportive que je veux voir sur un site olympique, etc., par exemple. Et non, ça, ce ne sera pas possible parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a 500 000 bénévoles à affecter, malheureusement, on ne peut pas aller dans la finesse des souhaits par site. Après, finement, vous inscrivez sur des journées un peu spécifiques. Il faut être malin. Plus de chances pour les invalides. Voilà. Pour les invalides, tu vas sur le site Jeux Paris 2024, tu vois le programme et là, on peut être un peu malin. Voilà. N'hésitez pas à être malin. N'hésitez pas à y aller d'ailleurs sur le site. On vous l'a déjà dit, mais on vous le redit. Allez voir sur le site aussi pour vous préparer un petit peu aux différentes. Enfin, vous savez sur quel site on est engagé, donc allez voir aussi les activités qui auront lieu. L'enjeu, j'imagine quand même, c'est de faire vivre une expérience aux bénévoles et de leur faire profiter au maximum de la diversité des activités qui seront proposées à ce moment-là. Et donc profiter à la fois des Jeux Olympiques, des sites et de la diversité, en effet, des activités qui existent. Oui, après, on aura une attention à varier les dispositifs, d'être à la fois dans un véhicule de secours, à la fois dans une tente sur un dispositif comme la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas. En tout cas, vous ferez au mieux pour gérer ce moins de 1000 bénévoles qui pourront être mobilisés au maximum. Et je crois qu'on a une petite question sur le COT. On est d'accord que ça fait partie des activités de l'été 2024. Donc, pour participer au COT, il faudra aussi être inscrit s'inscrire, mettre nos disponibilités sur Recrutir. Exactement, parce que du coup, ça nous permettra de couvrir tout au long de l'été cette cellule opérationnelle territoriale qui, du coup, sera ouverte pour coordonner l'ensemble du dispositif, des dispositifs qui seront à l'œuvre pendant cet été. Ok, ça te paraît clair ? Oui, si on ça a va. fait un bon point. On a fait un bon point avec une démonstration en exclusivité pour Avant-Marque Presse JOP.
Ah, c'est bon de le faire ça. En exclusivité pour nous. Donc merci beaucoup Laurine pour ça et donc toutes les informations qui vont arriver d'ici le 30 avril. On viendra compléter. Et j'imagine que la cellule effective qui va s'activer peu à peu sera disponible pour accompagner les bénévoles dans l'utilisation de cet outil. Exactement, et pareil avec les référents JOP. Super, merci beaucoup. Puis on fera, je rajoute, on vous l'a déjà dit, mais on refera un petit point tout à l'heure avec Mathieu sur les recrutires et comment ça se passait pour les activités sociales. On verra qu'il y aura là quelques exceptions, comme on l'avait dit, sur l'accueil, etc. Voilà. Et puis pour rebondir sur le COT aussi, info dont on aura l'occasion de vous reparler, mais la DT active du coup le COT le 1er juin. Dès le 1er juin. Pour commencer à accompagner tout le monde sur se cet mettre été en ordre de 2024. marche. Voilà. Et je crois que c'est le moment de ressortir les panneaux. C'est le vrai du faux. Alors, le vrai du faux, on va continuer à démêler le vrai du faux et on va voir si vous avez bien écouté. Alors, normalement, Laurine, t'es au clair. Alors, une fois mes disponibilités renseignées, je serai mobilisé sur n'importe quelle mission du territoire. Vrai ou faux? Et sondage en ligne, hein, n'hésitez pas à répondre également. Voilà, une fois mes disponibilités renseignées, je serai mobilisé sur n'importe quelle mission du territoire. Vrai ou faux? Alors, Bénédicte, Laurine, Mélanie. Allez, à vos votes. C'est ce qui n'y paraît cette question en fait. Bah ouais, en fait, c'est le mot territoire. Ouais. Ah, bah, vas-y, vote. Alors, pour Bénédicte, c'est faux. Mélanie, Mélanie, elle pense vrai. Et Laurine, elle dit vrai également. Ok. Alors, quelle est la bonne réponse? Eh bien, oui, mais alors, selon certains critères, évidemment. Ah oui, c'est un oui, mais. Non, mais c'est un oui, mais. Non, ok, d'accord, super. Non, mais c'est pour rassurer tout le monde aussi, puisque chaque bénévole sera affecté à des missions en tenant compte de certains critères, donc de ses disponibilités telles qu'on vient d'en parler, de ses compétences évidemment aussi, des formations qu'il a, etc. Et surtout aussi, un paramètre qui sera pris en compte, c'est son champ d'action habituel. C'est-à-dire les actions qui sont faites au quotidien habituellement, ça ne changera pas beaucoup pendant les JO. Non, typiquement, on ne mettra pas quelqu'un qui a fait que de l'activité sociale sur une activité de secours ou un secouriste qui n'a jamais fait de logistique sur la logistique. Et alors, on a souvent la question de celui qui est maraudeur et secouriste. Alors, très bel engagement, mais du coup, comment on gère cet aspect-là? Ça, ce sera vraiment en fonction des besoins et de la ressource qu'on aura à ce moment-là pour affecter au mieux en fonction de ce qu'on aura. Et puis tu parlais aussi tout à l'heure d'essayer de diversifier les activités auxquelles chaque bénévole va être affecté. Donc voilà, s'il a fait déjà beaucoup de secours ou beaucoup de maraudes, inversement, enfin voilà, que chacun ait un petit peu la possibilité de participer à plusieurs types d'activités de cet été 2024. Oui, l'idée ce sera de pouvoir regarder les affectations précédentes aussi et pouvoir équilibrer en fonction. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on a en effet les activités JO, les sites olympiques qui vont exister forcément à ce moment-là et être générateurs de besoins, mais on va pas forcément les prioriser. C'est-à-dire que c'est pour ça l'organisation qui va être proposée, le COT qui va être mis en place dès le 1er juin, va permettre d'évaluer les besoins au niveau global. Au niveau global et essayer d'y répondre avec justement Recrutir et l'ensemble des disponibilités. C'est ça, c'est tout le travail un peu, je tease, du GT Planification qui a recherché du coup l'ensemble des besoins, à la fois côté secours, à la fois côté social, tout ce qui sera en base arrière, donc le COT, la logistique, etc., pour avoir la meilleure vue possible au final et ensuite nous permettre côté cellule effectif de répartir les ressources. Ça va Mélanie? Des questions là-dessus, c'est bon? Ça va, c'est bon. Super. Eh bien, on passe. Merci beaucoup, Laurine, pour toute cette. Avec plaisir. Ces précisions, cette présentation en exclusivité de l'outil Recrutière. On est vraiment content de. Alors, nous, on regardera un peu plus tard aussi, mais d'avoir une première vision. Et on passe. Sans transition. Si, la transition. On passe à notre nouvelle rubrique Focus, épreuve olympique. Alors, moi, j'avoue. J'adorerais être sur le marathon olympique.
Voilà, c'est ton rêve. Ouais, j'adorerais. Je sais que t'adores le marathon habituel déjà. Donc on va faire le focus épreuve olympique. Pas site olympique cette fois-ci, on va bien parler d'une épreuve. C'est celle du marathon olympique et du marathon pour tous. Alors on a l'habitude à Paris d'être à la manœuvre sur le marathon de Paris. C'était il y a quelques semaines, précédé du semi-marathon. Et puis on a encore quelques courses qui vont arriver. Mais alors voir cette épreuve-là avec des coureurs olympiques, ça doit être quelque chose. Ça va être vraiment hyper impressionnant, je pense. Alors, on a mis là sur la slide un peu le découpage des compétitions. Alors, les 2 compétitions olympiques, c'est le samedi 10 août au matin, avec le marathon olympique homme. Donc c'est le week-end où on a un gros week-end. Hein. Et un des gros week-ends, parce que je pense qu'il y en aura quelques-uns pendant cet été, mais oui, effectivement. Donc le samedi 10 août au matin, c'est le marathon olympique homme. Le dimanche 11 août au matin, c'est le marathon olympique femme. Donc là, c'est les Olympiens qui vont courir. Je crois que c'est entre 60 et 80 coureurs ou coureuses sur chaque épreuve. Voilà, qui vont. Mais ça sera faire la course de l'épreuve leur vie. olympique, voilà, ça sera Voilà. la course des Exactement. Ok. Et puis, Des sportifs. et ce qui est très intéressant, c'est le fameux marathon pour tous aussi. Donc, il y aura 2 épreuves en fait entre la nuit du samedi 10, du samedi 10 au dimanche 11. Donc, pendant la nuit, 2 épreuves, le marathon pour tous et le 10 km pour tous. Donc, 2 épreuves qui sont ouvertes plus largement. Alors, tu vois les chiffres, Joanne? Et oui, alors je crois qu'il y a un petit 2024, non 20 024 coureurs, c'est ça? 20 024, ce qui est énorme. 20 024 coureurs. Effectivement, ils ont été très, très imaginatifs. C'est la symbolique. Course, ouais. Donc il y a 20 024 coureurs sur le marathon pour tous, 20 024 coureurs sur les 10 km. Donc en tout, 40 vous aurez 000, fait 48, c'est ça? trop fort. Ah ouais. 40 048 coureurs, coureuses qui sont prévus, donc qui ont des dossards attribués. Donc un beau paquet de monde. Mais alors ça veut dire que marathon pour tous, si on sait déjà le nombre de coureurs qu'il va y avoir, c'est pour tous ou comment c'est géré ça? C'est le nombre de coureurs, Joanne. Non mais c'est-à-dire qu'on peut tous s'y inscrire ou c'est déjà fait peut-être? Alors je crois que c'est déjà fait effectivement et que les dossards sont déjà attribués. Voilà, donc désolé Joanne, je sais que tu y tenais, mais ce sera pour des prochains JO. Ok. Et donc on voit en effet ce parcours qui va pour le marathon pour tous, pour le marathon olympique et le marathon pour tous, c'est le même parcours et donc il va traverser plusieurs territoires, donc le territoire de Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, et le parcours du 10 km qui lui fera une boucle sur Paris. Tout à fait, une boucle en gros avec un départ Hôtel de Ville je crois et puis une arrivée aux Invalides, un autre moment pour voir les Invalides. Tu pourras peut-être être à l'arrivée sur choix. l'esplanade des Invalides, Mélanie. Et puis oui, juste pour info, parce qu'on parle beaucoup de crise d'adaptation, entre guillemets, il y a des scénarios aussi A, B, C, D pour ce marathon, pour tenir compte notamment de la chaleur, savoir si ça va être toujours possible de faire le marathon pour tous ou 10 km pour tous. Oui, parce qu'on va être en plein été. Donc on aura l'occasion d'en parler, mais il y a aussi des adaptations possibles toujours à ce qu'on vous présente. Hein. Oui, tout est prévu sur la mise en œuvre de cette mission. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la nuit potentiellement. Et en tout cas, il y aura des adaptations possibles si on est en période de canicule. Exactement. Ce qui nous amène à notre nouvelle invité que nous avons accueilli autour de la table pendant que nous étions en train de vous présenter ce dispositif. Et oui, on accueille Mathieu pour notre Focus Action Sociale. Bonsoir Mathieu. Et salut tout le monde. C'est très bas dans le mix, c'est très bas dans l'écouteur. On a entendu les applaudissements. Mais bonsoir Mathieu, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, Mathieu, pour les quelques-unes qui ne te connaîtraient pas encore? Cet acronyme DTS pour directeur territorial des activités sociales. L'enjeu, c'est d'animer, d'encadrer, de contrôler un peu tout ce qui est les activités du champ social sur le territoire parisien. Ok. Vaste mission. Wow, ok, bon courage. Alors, ce volet social, ce volet action sociale, on en parle beaucoup. C'est quelque chose sur lequel on a volontairement mis l'accent. Alors, on va laisser ça 2 secondes parce qu'on va en parler juste après. Mais on a mis volontairement l'accent dessus depuis notre première journée du 21 octobre. On s'en souvient avec notamment la ville de Paris, les autres associations. Voilà. Donc là, on va vraiment profiter de ta présence pour faire ce focus action sociale.
Alors, aujourd'hui, là, ça fait 6 mois qu'on a fait cette journée du 21 octobre. Alors, il y avait des conférences sur l'exil, des conférences sur l'accompagnement des publics précaires. Enfin, voilà, beaucoup de sujets dont on a parlé. On a fait un bout de chemin depuis, Mathieu, aujourd'hui. Totalement. Déjà, on en parle, nous, ici. On a pu le partager auprès de nos partenaires institutionnels, auprès des équipes nationales. Ça a enclenché un vrai échange. En tout cas, ça a mis tout le monde autour de la table. Et ça nous permet aussi d'en parler avec les unités locales, les bénévoles qui eux-mêmes se posent les questions et qui souhaitent venir participer. Alors, on a pas mal parlé enjeux, donc j'aimerais bien qu'on revienne dessus assez rapidement, mais en fait, c'est un peu notre fil directeur, ces enjeux sociaux. Alors, on en a identifié 4 là, qui s'affichent sur votre slide. Est-ce que tu peux les rappeler, Mathieu, ces enjeux sociaux pour l'été 2024 ? Totalement. Ce qui nous préoccupe, c'est comment on maintient l'accompagnement des personnes qu'on voit au quotidien. On va parler des personnes en situation de rue. On peut parler de la continuité entre les cours de français langue étrangère qui terminent en mai-juin et qui reprennent en septembre-octobre. Comment on fait cette transition dans cette période d'été 2024 ? On peut parler éventuellement de créer des dispositifs solidaires selon les besoins qu'on pourrait rencontrer pendant l'été 2024. Donc là, quelles sont les remontées terrain qui nous permettraient de créer quelque chose ? Bien entendu, on parle des difficultés à se déplacer. Et tu le disais, Mélanie, comment on gère ces zones bleues, ces zones rouges, tant en tant que volontaire qu'aussi avec nos moyens opérationnels. Et le dernier, c'est en cas de crise, quelles réponses on peut apporter, comment on s'organise, quels sont les moyens opérationnels, encore une fois, qu'on a à nos dispositions. Ok. Donc là, donc c'est le moment de ma question. Mais déjà, est-ce que c'est des enjeux que tu partages ? On en parlait un petit peu en introduction. Oui. Ok, donc on est plutôt clair là-dessus. Et donc tu avais une question ? Justement, la partie mutualisation des moyens opérationnels, du fait que dans le 8, effectivement, nous, on fait nos maraudes en véhiculé, aussi avec les chefs d'équipe. Comment est-ce qu'on va gérer cette partie-là pour l'activité sociale ? Alors, je crois que tu as prévu un petit focus dessus spécifique, Mathieu, dans quelques minutes, c'est ça ? Mettons cette question dans le frigo et on en parle juste après. Mais on va y répondre parce que en effet c'est important et on parlait des difficultés liées à la mobilité, c'est les enjeux et donc en effet il y a des réponses à apporter là-dessus. Alors comment on va affronter ces enjeux-là ? Qu'est-ce que concrètement on va pouvoir proposer du coup sur cette période ? Bon, alors du coup ces enjeux, pour les aborder, en tout cas en tant que territoire, on a proposé un groupe de travail opération sociale. Qui travaille depuis quelques mois. Et ce groupe de travail, il travaille sur 3 chantiers. Le premier sera la crise, comment on répond à une crise sur le territoire parisien, avec notamment la mise à disposition des locaux Croix-Rouge, avec quelques ressources bénévoles, sur un besoin très précis. Mais du coup, ça permet de lier davantage la Croix-Rouge avec la ville de Paris. Le deuxième, c'est la continuité d'activité. Comment on maintient, comment on récupère les informations terrain et comment on assure que la Croix-Rouge est toujours présente pendant l'été 2024. Le troisième, la création d'une conciergerie solidaire, d'un accompagnement des personnes qui sont en perte de repères, qui pourraient être en perte de repères dans ce moment festif qui reste les JOP. Et ça, on en avait déjà parlé un petit peu de la conciergerie solidaire. Je vais peut-être rappeler en vraiment deux mots ce que c'est que la conciergerie solidaire pour être sûr que tous ceux qui nous écoutent l'aient en tête. Oui, c'est comment, encore une fois, on accompagne ou on tente d'accompagner ces personnes qui sont en perte de repères pendant l'été 2024 avec d'abord une activité d'Allo comment ça va finalement, d'appel par des bénévoles, par un pool de bénévoles présents. Donc la lutte contre l'isolement, c'est un peu Lucie en fait, c'est un peu notre totalement, c'est la continuité. Ouais, Et on veut se rapprocher de Croix-Rouge à votre écoute, qui est le dispositif national, donc totalement dans cette continuité. Et cette activité qui finalement sera un plateau va nous permettre de créer d'autres choses, que ce soit de la visite, de convivialité, éventuellement, pourquoi pas, on parle de cette conciergerie, mais pourquoi pas de l'aide à quoi que ce soit, de la mobilité, de la course. En fait, ça nous permettra de créer quelque chose et on anticipe bien entendu un plan canicule éventuel dans lequel les personnes seules pourraient vouloir être accompagnées.
Et ça, c'est pour répondre à l'enjeu de difficultés liées à la mobilité, à l'accessibilité des solutions habituelles que les personnes utilisent. Et du coup, là, on viendrait plus en proximité pour répondre à ce besoin-là. Et la crainte qu'on pourrait avoir quand on sort de chez soi et qu'on se retrouve avec, je ne vais pas dire une horde, mais un flux de population peut-être plus important que ce qu'on a d'habitude ou plus important qu'on rencontre à l'été. Ok, donc là, c'est un de ces chantiers, la conciergerie. En fait, adapter les réponses aux besoins qui vont se présenter. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on est super content que ça avance. Alors, donc, on a bien en tête ces trois chantiers de gestion de crise, de continuité d'activité et de conciergerie. On va utiliser plusieurs leviers pour y répondre. Et un des leviers, c'est la gestion de notre mobilité à nous et le parc automobile. Donc, c'est là où on va répondre à ta question. Mélanie, c'est ça, Mathieu, qu'est-ce que tu veux nous en dire là-dessus sur la gestion du parc automobile? Totalement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un grand nombre de bénévoles qui sont attendus, de volontaires qui seront attendus sur certains jours, ce qui nous pose des questions opérationnelles très concrètes sur le terrain. Les véhicules seront nécessaires pour apporter soit un appui logistique, soit même transporter des personnes éventuellement. Et du coup, on n'a pas d'autre choix que de mutualiser nos moyens. Et ça va passer par un guichet unique de l'accessibilité des véhicules pour le territoire parisien. Et du coup, on a un besoin nous-mêmes de pouvoir anticiper quels sont les besoins de véhicules tel ou tel jour sur telle ou telle mission. Parce qu'on va avoir un tel besoin à ce moment-là, que ce soit le transport des bénévoles, que ce soit la logistique, face aux difficultés de mobilité auxquelles on va nous aussi être confrontés, les pouvoirs publics eux-mêmes nous demandent de rationaliser l'usage des véhicules et d'optimiser du coup leur implication. Exactement. Les zones rouges et les zones bleues, l'intérêt, c'est de réduire le volume de véhicules. Si nous-mêmes, on continue d'utiliser avec toute la liberté qu'on a aujourd'hui, pendant l'été 2024, ces zones n'ont plus d'intérêt. Donc, on nous demande éventuellement de le rationaliser, ce que tu disais, Joanne. Et ça passe pour nous par l'attribution des véhicules coordonnés par le COT, finalement, pour les missions qui en auraient besoin. Et donc, ça va passer par des besoins de mission qui devront passer plutôt en piéton. On peut penser à certaines maraudes sur certains territoires. Si on le peut, ouais. Si on le peut, exactement. Sur modulo les contraintes géographiques. Sécuritaires aussi, éventuellement. Et sécuritaires. Et même nos besoins logistiques qui concernent ces activités sociales, il faut qu'on les ait anticipés en amont. Donc ça veut dire qu'il y a une coordination territoriale de cette flotte de véhicules qui représente à peu près 80 véhicules. Mais par contre, on continue à répondre aux besoins locaux très spécifiques pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut pour faire ses missions. Totalement. Nous, on va la réfléchir en bonne intelligence. Par contre, forcément, on prendra des choix à un moment donné. Mais du coup, ça veut dire que ça va être pour que chacun ait un véhicule au moment où il en a besoin, et c'est vraiment votre objectif, votre besoin, quoi, au niveau des UL. Ça va être important, du coup, d'anticiper et de remonter vraiment assez strictement tous les moments. Vous identifiez que dans votre UL, tel soir, tel soir dans la semaine, toutes les semaines, ou alors tel moment dans l'été, vous allez avoir besoin d'un véhicule pour qu'on puisse s'assurer que dans notre planning d'utilisation des véhicules, vous ayez un véhicule. Donc ça veut dire qu'opérationnellement, le COT ouvre le 1er juin. Dès le 1er juin, les structures locales remontent les besoins locaux de véhicules à tel et tel moment sur la période de l'été. Et à ce moment-là, tout est fait pour vous donner les moyens nécessaires pour assurer vos missions, mais avec une coordination globale de l'ensemble de la flotte pour pouvoir justement optimiser la réponse aux besoins de chacun. Ça répond un petit peu à ta question et au questionnement que tu avais. Oui, ça y répond. Après, c'est vrai qu'effectivement, je vois le fait de privilégier le côté piéton. Donc, effectivement, on a toujours un plan B. Donc, mais c'est vrai que ça répond. Mais l'enjeu, c'est pas mettre en difficulté les missions, c'est pas mettre en danger les véhicules, les bénévoles eux-mêmes. C'est vraiment répondre à tous ces besoins-là. Voilà, parce qu'il y en a des besoins différents. On parle de maraude. Peut-être qu'il y a certains territoires qui sont tellement grands. Voilà, où il y a au moins une fois dans la semaine, il faudra un véhicule. Ça peut être une manière d'adapter. Il faudra aussi qu'on pense aux besoins d'approvisionnement, des activités, d'accueil, par exemple. Donc il y a vraiment tout le panel à prendre en compte, quoi. Et
on anticipe éventuellement d'aller voir nos copains de la région Île-de-France pour peut-être aussi leur demander un coup de main sur le moyen opérationnel. C'est une option. En tout cas, avec les autres DTS, on discute, on se prépare déjà à pouvoir échanger de manière fine et facile pendant l'été 2024. Ok, donc, si on résume, on pense à nos besoins maintenant pour les exprimer le plus tôt possible. Et comme ça, l'idée, c'est qu'on n'ait pas de problème pendant l'été et que ce système de mutualisation permette à chacun, chacune, chaque d'avoir un véhicule au moment où il en a besoin. Et donc voilà, donc ça c'était sur l'aspect opérationnel. On parlait des chantiers, donc de la conciergerie. Est-ce qu'on a des avancées côté public en situation d'exil ? On en a. Déjà, on continue d'échanger avec eux, avec l'Interorga, mais pas depuis le 21 octobre, hein, bien avant déjà. On est présent grâce à Théo, à qui on fait un coucou. Et on échange avec eux. On voit bien les différentes mises à l'abri qui peuvent exister, les éventuellement déplacements via les SAS, dont on entend parler. Donc les SAS. Là, c'est une bonne colle. Voilà, les SAS. Alors, quelqu'un autour de la table. Les SAS, on a oublié l'acronyme du SAS. On va rechercher et on va se le donner. C'est pas un acronyme. Ah, on nous dit que ça n'est pas. C'est un SAS. Voilà. Okay. C'était une question piège. Faux. On sait qu'il y a des mouvements dans les camps autour de Paris. On se tient informé. Notre enjeu pendant l'été 2024, ça sera, si on parle maintien, continuité d'activité, c'est comment on arrive à diffuser de l'information massivement aux personnes qui pourraient vouloir rencontrer la Croix-Rouge, éventuellement aux autres associations. Et pour ça, on discute en interne d'un groupe WhatsApp, d'un canal de diffusion. Oui, c'est ça, parce que peut-être qu'il va falloir qu'on revoie un peu nos dispositifs d'accès à ces populations-là. Et là, on va leur offrir peut-être la possibilité, en effet, de nous contacter directement pour bénéficier d'informations plus directes. Exactement, via un chatbot, via un petit robot qui comprend ce qu'on lui demande et qui peut répondre de manière intelligible. En différentes langues éventuellement. Ça, on veut le travailler avec Solinum, qui édite Soliguide. Soliguide, on vous engage à être à jour pour l'été 2024 et à mettre vos informations d'ouverture ou d'accès chaque unité locale pour que les personnes puissent venir nous rencontrer dans vos UL. Et du coup, on travaille avec eux sur ce chatbot. Super, c'est un super projet. Enfin, on en avait un peu déjà parlé les éditions précédentes, mais on est vraiment content que ça avance. Alors, puisqu'on est en train de parler de ce levier d'action d'accompagnement des publics en situation d'exil, il y a la mission Salam qui va continuer cet été, qui va être vraiment vitale pour répondre aux besoins qu'on aura. Là, typiquement, ça c'est une activité qui va être sur Écretière. C'est une mission qui va être vraiment très en lien avec les besoins spécifiques créés par les JOP aussi. En revanche, et c'est pour répondre à déjà cette question que vous avez posée il y a 20 minutes, les activités, on va dire, quotidiennes des unités locales niveau activité sociale, alors il y aura quand même une coordination par l'ADT de l'ensemble de ces activités, mais elles continueront par contre à être gérées de manière opérationnelle par les UL cet été. Voilà, parce que ça va être plus rationnel en fait par rapport aux besoins. Donc l'ADT coordonne, mais la mise en œuvre opérationnelle, ce sera sur les UL pour tout ce qui est accueil, maraude, FLE peut-être aussi. Enfin voilà, toutes ces... Donc en gros, le bénévole qui fait que de la maraude, par exemple, et rien d'autre, va continuer à répondre aux besoins de son UL, son activité de son UL en s'inscrivant sur Pégase. Donc voilà, c'est l'exception dont on parlait tout à l'heure. Les activités quotidiennes des UL très locales en termes d'activité sociale, ça reste sur Pégase pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle. Et à la main des unités locales. Okay. Ouais. Donc finalement, pour nous, la majorité de nos activités. Alors, parce qu'on parlait d'exception tout à l'heure. Au niveau activité sociale, parce qu'on est d'accord que tout ce qui concerne le secours, c'est sur Écretière. Voilà. Alors, attention, parce que, en plus de ça, oui, il y aura ce Pégase pour assurer, on va dire, l'activité opérationnelle quotidienne et habituelle. Mais là où Écretière va quand même nous aider,
c'est que on va quand même mettre en place sur Recrutir une réserve opérationnelle pour aider à couvrir, si jamais les besoins ne peuvent pas être couverts par les UL. La réserve sur Recrutir pourra aller choper des bénévoles disponibles pour couvrir ces activités. Donc, pour couvrir soit de la crise, ça on le sait, pour couvrir des activités comme Salam, ou plutôt des activités... Ou la conciergerie. Ou la conciergerie, tu as raison Mathieu. Et pour aider à staffer les activités quotidiennes des UL si jamais Pégase ne suffit pas en fonction des disponibilités. Il y a quelque chose, Mélanie, pour te répondre là-dessus, c'est on ne pourra pas retirer l'expertise des unités locales sur leur territoire. Ça, c'est sûr. Par contre, on peut... donc ça, on fait confiance aux unités locales pour le maintenir. Et après, les unités locales qui nous expriment une difficulté sur des ressources précises, là, c'est là l'enjeu de la coordination. Tu avais un enjeu CE, je crois. Oui, c'est ça, j'avais un enjeu CE. C'est pas isolé, hein, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Là, le maintien de l'activité, il doit se faire par les unités locales. La coordination de savoir s'il y a des activités en souffrance sur les ressources bénévoles, cette coordination, elle se fera au niveau d'été. Donc c'est si on pour peut ça... mutualiser des équipes pour maintenir une maraude sur deux, si deux devaient s'annuler parce que d'un côté on a telle ressource, de l'autre on a une autre, c'est là qu'on travaillera de manière intelligente avec les différents référents locaux. Donc du coup, si on synthétise ça, finalement pour les unités locales et les activités d'accueil, de maraude, de proximité, rien ne change. Par contre, tout le reste, en effet, passe sur Recrutir. Et il y a un enjeu important pour nous sur le maintien de l'activité, c'est d'avoir un maximum de personnes sur Recrutir pour venir en renfort des unités locales pour maintenir les activités. Donc l'AS est sur Recrutir pour assurer les missions de conciergerie et aussi avoir des réserves en cas de crise pour avoir tout de suite une possibilité de réponse. Ouais, ce que j'allais dire, le Pégase, on ne l'oublie pas, il aura encore un après. Et oui. En revanche, pour maintenir, pour pouvoir nous garantir une vraie réponse pendant l'été 2024 par rapport à des besoins qu'on repérerait sur le terrain, on a besoin de savoir quels sont les bénévoles qui sont présents sur le territoire, qui sont disponibles, qu'on fasse appel à eux ou pas, et qu'on sache s'ils sont mobilisés ou pas. Si demain on a une remontée du terrain qui nous dit, je sais pas, il y a un problème sur l'alimentation parce que les prix, toutes les denrées sont hors de prix, ou il y a moins de ressources pour les personnes en situation de rue, par exemple, la réponse territoriale ne pourrait se faire. Une réponse territoriale ne pourrait se faire que si on a des ressources bénévoles avec nous. Et on en reparlera. Et ouais, voilà. Et on en reparlera de tout ça. En tout cas, voilà, les unités locales continuent à gérer les activités de proximité, accueil social, maraude, et pour participer à l'effort collectif, du coup, Recrutir pour la crise, la réserve, les renforts locaux et globalement comme pendant la période Covid dont on peut se souvenir il y a quelques années. Notre réponse ne pourra se faire qu'avec vous. Voilà. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et on va faire le dernier vrai du faux, focus action sociale désormais. Donc on reprend nos petites pancartes et donc on a une dernière question. Vrai du faux. Alors bon, si vous avez bien écouté Mathieu, je pense que vous avez bien la réponse. Si je ne compte pas faire des missions de secours, Recrutir n'est pas pour moi. Attention, la double négation dans cette question. Ah oui, alors moi, je ne peux pas faire des missions de secours. Recrutir n'est pas pour moi. Votez dans le chat aussi également. On vote autour de la table. J'espère que personne... Moi je vote. Unanimité. Unanimité. Bon, je pense que la réponse est donc évidente. C'est parce que tu as été très clair, Mathieu. On m'a beaucoup aidé. Et en effet, c'est faux. Voilà, donc on le redit, Recrutir, ça va permettre de recenser les disponibilités pour la réserve. Donc, on anticipe les activités quotidiennes avec Pégase et en plus, on double sur Recrutir pour la réponse à la crise, pour les activités liées au JOP et les renforts sur les activités mises en œuvre par les UL. Donc, je m'inscris sur Pégase sur l'activité de mon UL et je m'inscris sur Recrutir pour contribuer... Pour mettre mes disponibilités, si on a besoin de moi, l'effort national. Je serai là. Et inscrivez-vous en avance, c'est bon pour vos référents locaux et pour nous. Voilà, Mathieu parlant en qualité d'ancien de l'AS. Aidez-nous. Merci beaucoup. Et je crois qu'on approche de la fin de cette émission. Et oui, Joanne, tout à fait. Et alors là,
on va avoir un exercice que tu avais, je crois, bien apprécié il y a un mois. Oui, je suis prêt. Tu t'étais bien débrouillé. Donc là, tu as de nouveau le challenge. Eh oui. Alors, c'est on arrive les infos à retenir. Les infos à retenir, la minute d'infos à retenir. Alors, les infos à retenir. Attends, je crois qu'on a un petit On jingle y là est. aussi. On y est. C'est pour te lancer. T'as encore 2 secondes pour réfléchir. On le Je veut, ce prépare. jingle. Je me prépare. Ok, c'est bon. Quand t'es prêt, j'y vais. Allez, go. Ok, c'est parti, on fait la minute récap de tout ce qu'on a vu ce soir. Il y en a eu des choses. On a parlé Recrutir, c'est le logiciel d'inscription qui va ouvrir d'ici la fin du mois. Avant le 30 avril, on reçoit un mail. Tout le monde, secours comme social, y rentre ses disponibilités au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est à partir du 30 avril. Si je veux changer de dispo, eh bien, je peux ajouter ou supprimer mes disponibilités sans souci jusqu'au début des affectations. Une fois que je commence à être affecté, là, je ne peux plus modifier mes affectations, mais je pourrais en ajouter en tout cas des disponibilités jusqu'au dernier moment. Le parc automobile, on pense à la mutualisation du parc pour optimiser, rationaliser nos usages au niveau du territoire parisien avec un guichet unique qui va se mettre en place et un recensement des besoins dès début juin. Les publics exilés pendant l'été, eh bien, on les oublie pas. Il y a des blocs WhatsApp qui vont se mettre en place pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les infos et pour pouvoir les orienter avec Solonium ou Whatisat. Et bien sûr, pour tout le reste, on pense aux référents JOP. Prochaine réunion demain, mercredi 24 avril. Ils sont là pour vous. Bravo, Joël. Voilà, c'était voilà. les infos. Il y avait d'autres choses, j'ai tout dit. C'est parfait. Non, t'as été parfait, t'as rien oublié. Et puis si jamais, revoyez. Nous revoyez le replay. Il y a plein de bravos pour toi, Johan. Merci beaucoup pour le soutien. Ça me fait chaud au cœur. Mais j'insiste, quelques secondes de plus sur les référents JOP. Ils sont là pour vous dans les unités locales. Et donc, dès demain, ils vont avoir des informations à vous transmettre ensuite dans les unités locales. Ils vont être formés à Recrutir. Et donc, ils pourront accompagner les unités locales et tous les utilisateurs. Alors, c'est le moment de sortir vos agendas. Un petit peu de teasing sur ce qui arrive les mois prochains. Un peu de teasing. Alors, déjà, Joanne, le 4 mai, un exercice COT. Eh oui, le 4 mai, le COT, on l'a dit, s'active dès le 1er juin. Donc, c'est le centre opérationnel territorial qui se met en place dès maintenant. Il y a des aménagements qui sont en train de se faire et on a, du coup, les étudiants en master gestion globale des risques et des crises avec qui on est en partenariat avec Panthéon-Sorbonne qui nous organisent depuis le début de l'année un exercice pour entraîner, monter en compétences et éprouver ce COT avant de l'utiliser à plein temps à partir du 1er juin. Donc, l'ultime test est le 4 mai avec une vaste mobilisation de cadres et d'opérateurs des unités locales. Et donc, on y fera dans le COT la gestion globale du dispositif pendant l'été pour toutes les missions secours social, la gestion de la crise et toutes les situations exceptionnelles. Ok, et du coup, si vous êtes dispo, si vous êtes intéressé, vraiment, c'est l'occasion de voir comment ça va se dérouler en avance de phase. Vous rapprochez-vous des équipes territoriales et signalez-vous, parce que ça va être vraiment hyper intéressant. Et donc, c'est via les responsables de l'urgence et le pôle situation exceptionnelle local. Voilà. Via votre responsable local de l'urgence, effectivement. Qui pourra vous donner plus d'infos parce qu'ils vont continuer à avoir toutes les infos. Et puis, pour savoir comment ça va se passer au niveau territorial, les JO, c'est ce qu'on va appeler le schéma directeur. Voilà, comment on va s'organiser. Une émission spéciale d'ici le 15 mai qui va être enregistrée. Alors, pas en direct, vous inquiétez pas. On va avoir le plaisir de se retrouver dans ce studio entre nous. Et puis, elle sera à disposition pour que vous puissiez vous renseigner librement et quand vous le souhaitez sur les différents éléments à retenir sur l'organisation et la manière dont le territoire va manœuvrer pendant cette période. Donc ce sera une émission avec notre président territorial Giovanni, avec notre directeur des opérations Rodrigo. Ils vont nous expliquer vraiment quels vont être nos modes d'organisation, nos interactions, voilà, pendant toute cette période de l'été qui du coup ça va s'étaler pour nous du 1er juin au 31 octobre. Absolument. Et alors, on la note, celle-là, la prochaine émission à vos marques pré-JOP, vous ne l'aviez pas encore, on l'annonce en exclusivité. C'est le 4 juin aux mêmes horaires, 19h30. Eh bien, on se retrouvera après les journées nationales. Donc, on compte largement sur la mobilisation de tous pour les journées nationales. On n'oublie pas le muguet d'ici le 1er mai. Et donc, on se retrouvera le 4 juin pour de nouvelles informations pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça sera la dernière émission avant de lancer officiellement la période des JO.
Mais on trouvera plein d'autres moyens pour oui, il y aura d'autres rendez-vous, plein de surprises. On est en train de voir avec une école de journalistes peut-être pour nous aider. Enfin voilà, on trouvera les moyens de transmettre l'info. On garde encore un petit peu de secret, mais ce studio et on va pas les épargner. Soyez au rendez-vous en tout cas. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ça a toujours été un plaisir de se retrouver tous ensemble. Merci Mélanie, merci Mathieu, merci Laurine qui est juste derrière. On a passé un beau moment et on espère qu'on a pu vous transmettre plein d'informations. Merci à tous. Merci Béné. Merci Joanne, merci à l'équipe en régie, merci à nos visionnaires. Et on se retrouve très vite. Merci à tous et à toutes. Salut. Salut.